wax ma loo bëgg ma defal la ko. Dama bëgg nga fàttal ma Ouli sans bruit ni trompette. Dans cette vidéo, on va parler des épisodes 23 et 24 de la série Emprise. Les gars, ça y est, I am back. Comme certains d'entre vous le savez déjà, j'étais en vacances. Je suis allée au Sénégal. Mais je vous raconterai tout dans un vlog, ok? Je compte faire une vidéo dans laquelle je vous raconterai mon séjour, tous les rêves que j'ai réalisés étant au Sénégal, etc. Parce que vous savez que ça fait un moment que je devais aller au Sénégal et ça y est, les gars, I did it. Mais tout d'abord, parlons de ces deux épisodes de Emprise. Si c'est la première fois que tu passes par cette chaîne, abonne-toi pour qu'on puisse parler de cette série Emprise. Si tu cherches une communauté avec qui parler de tes meilleures séries africaines, eh bien, tu es au bon endroit. Abonne-toi, active la cloche pour ne rien rater. Commençons cette analyse avec l'histoire de Django et Soukeina. Dans ces derniers épisodes-là, depuis le 22 et le 23, 24, on en apprend davantage sur le personnage de Django. On découvre qu'il n'est pas qu'une brute, c'est une brute avec un cœur quand même. Une brute qui était amoureux et qui s'est fait briser le cœur. Du coup, est-ce que cette peine de cœur rendra Django encore pire que ce qu'il n'est déjà? On le saura très rapidement dans les prochains épisodes, puisque sa tata l'a envoyé en mission. Il a pour mission de tuer Ouli. Rien que ça, les gars. Le personnage de Django, vous le savez, je le kiffe depuis un moment, mais encore plus maintenant que j'ai découvert l'histoire qui est derrière sa relation avec Soukeina, quoi. Le mec, il s'est literally sacrifié pour la femme qu'il aime. Et on découvre qu'en fait, c'est en prison qu'il a bâti sa notoriété, qu'il a construit cette réputation qu'il a aujourd'hui, en fait. Parce qu'avant ça, on voit très clairement que Django n'avait pas du tout le même style, mais la prison l'a complètement changé physiquement et aussi mentalement. Django ressort de la prison avec des cicatrices sur le corps. Ça n'a pas du tout dû être facile pour lui. La vie a été assez injuste avec Django et malheureusement c'est allé de pire en pire pour lui. Il n'a pas essayé de se sortir du ghetto. À cause de la prison, il a sûrement maintenant un casier judiciaire, donc il peut pas travailler partout. C'est pour ça qu'en fait, malgré lui, il est devenu le roi du quartier. Parce qu'il n'y a que là-bas qu'il peut exceller, qu'il peut se sentir respecté, quoi, accepté par la société. Il y a dans la banlieue qu'on lui donne ce respect-là. Comme quoi, Django est peut-être hors de prison, mais il est encore sous l'emprise de la prison, dans son quartier. Il vit encore comme s'il était en prison. Il essaie d'imposer sa loi partout, se fait respecter. Il a des hommes qui travaillent pour lui. Il essaie toujours de marquer son territoire, que ce soit dans la banlieue, dans le quartier ou avec Soukeina. Django est clairement sous l'emprise de la prison. Et c'est ce lifestyle in jail qui l'a fait rater sa relation avec Soukeina, en fait. Parce que malgré le fait qu'il soit hyper amoureux d'elle, il veut toujours la contrôler, la dominer, se sentir supérieur. Et ça, je pense que c'est à cause d'un petit complexe qu'il a quand même, ce besoin de se sentir respecté. Parce que la prison, ça n'a pas dû être facile, quoi. J'ai beaucoup aimé la position des deux personnages. Comme vous l'avez constaté, à aucun moment, ils ne se sont réellement parlé face à face, quoi. Ça symbolisait d'un côté la séparation des deux personnages, le fait que leur chemin est en train de se séparer, qu'ils ne voient plus la vie de la même façon, mais ça symbolisait aussi la relation de ces deux personnages qui se parlent face à face seulement lorsqu'ils se disputent, lorsqu'ils sont agressifs l'un envers l'autre ou lorsqu'ils veulent avoir des rapports charnels, quoi. À part ça, entre ces deux-là, c'est une relation qui n'est pas très profonde. Qu'est-ce que tu penses du point de vue de Soukeina? Donc, selon elle, ils sont quittes, quoi. Lorsque Django était en prison, elle l'emmenait à manger pendant les 3 ans qu'il a passé en prison. Et puis, lorsqu'il est sorti de prison, il l'empêchait quand même de travailler. Elle n'était pas très libre avec lui. Donc, pour elle, elle considère ça comme quitte. Mais je trouve que c'est une situation tellement incomparable. Le mec, il s'est sacrifié pendant 3 ans en prison. Les conditions de prison, on sait ce que c'est. Donc le fait qu'elles disent qu'ils sont quittes, non, ils sont pas quittes pour moi. Dis-moi ce que t'en penses, toi. L'emmener à manger en prison pendant 3 ans, c'était quand même la moindre des choses, puisque c'était quand même en partie pour elle qu'il est allé en prison. C'est vrai que Soukeina ne lui a rien demandé, c'était un geste héroïque de la part de Django seul. C'est lui qui a décidé de voler au secours de cette demoiselle qui allait se faire violer. Mais Soukeina aurait pu nous sortir autre chose que on est quitte, quoi, parce que ce n'est pas du tout comparable. Elle a le droit de ne plus être amoureuse de lui. De toute façon, leur relation n'évolue pas beaucoup, elle en a marre de se faire contrôler, de se faire dicter quoi faire. Donc elle a le droit de se séparer de ce mec toxique qui profite d'elle quand même, qui se sert dans son portefeuille et tout ça. Mais comment ce sera un coup dur pour l'ego de Django? Cette rupture là, j'ai peur que ça ne le rende encore pire, quoi, parce que jusqu'ici cette relation lui donnait un petit côté humain, la brute qui a du cœur,
Mais maintenant qu'il est single, Django est clairement comme un animal enragé pour l'instant. Un chien que Fatou tient en laisse et qu'elle est prête à utiliser lorsqu'il le faut, quoi. Ce qui est drôle, c'est qu'avec les mecs comme Django, si vous avez remarqué, avec les bandits, les truands, les mecs parfois psychologiquement unstable, on remarque que la source de leurs problèmes, c'est toujours une femme, les gars. Si vous avez remarqué, que ce soit les bandits, les serial killers, à chaque fois qu'on creuse un peu dans leur histoire, on découvre que soit ils ont eu un problème avec leur mère, leur copine les a quittés, leur femme les a trompés. Il y a toujours la femme derrière l'histoire de l'homme. La femme est toujours le point sensible de l'homme, quoi. Django, j'ai l'impression qu'il a un bon fond, quoi. Il a juste eu une vie assez difficile. J'ai l'impression que c'est un mec qui a juste été trahi par les femmes qu'il a aimées. Est-ce que tu penses que Django serait capable d'aller jusqu'au bout? Est-ce qu'il serait capable de tuer une femme? Il s'en prend beaucoup au mec, mais il frappe aussi les femmes, Il a déjà pris Souké comme ça. Il a déjà poussé ses amis, là, les danseuses. Donc, il serait capable de s'en prendre à Ouli, surtout que c'est la sœur de Pape Demba, celui qui lui a piqué sa meuf. Mais qu'est-ce qu'il gagne dans tout ça? Pourquoi est-ce que Django risquerait d'aller en prison de nouveau, subir tout ce qu'il a subi en prison juste pour sa tante? Bon, peut-être qu'elle lui a promis beaucoup d'argent aussi. L'argent, c'est toujours un élément motivateur, surtout pour un personnage comme Django. Ça l'aidera à être beaucoup plus respecté dans le quartier en plus. Parlons maintenant de Mbaye Dago qui perd l'inspiration en ce moment. Non mais lui, je comprends pas en fait. Donc dans les épisodes précédents là, on a découvert ce qu'il pense que sa fille serait capable de faire. Et malgré tout ça, il n'a pas take action. D'ailleurs, la scène était tellement bien faite lorsque Kadia poursuivait Marie-Thérèse avec le couteau comme ça. Je m'attendais pas du tout à ce que ce soit le point de vue du papa en fait. Et je m'attendais à ce que après cette scène, il décide quand même d'interner sa fille, d'appeler de l'aide médicale, mais non, il a juste voilà renvoyé Marie-Thérèse chez elle. Et les choses ont continué comme si de rien n'était. Difficile à comprendre ce personnage de Mbaye Dago. Sa fille et lui ont besoin d'aide, mais ils font rien pour sortir de leur bulle, quoi, tu vois. Ils sont sous l'emprise de quelque chose, ça c'est sûr. Et ce n'est pas de l'eau fraîche et des câlins qui vont les aider. C'est bien quand même de voir que Kadia est toujours là pour son père. Elle le soutient toujours, no matter what. Depuis le début de la série, ce n'est que maintenant que je commence à ressentir cette complicité entre ces deux personnages-là. Ils arrivent toujours à trouver les bons mots pour se consoler, se rassurer. Mais ce n'est jamais plus profond que ça, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Marie-Thérèse a confié à sa pote Myriam qu'elle a vu de la peur dans le regard de Mbaye Dago. Est-ce que Dago craint qu'on ne découvre le vrai visage de sa fille et c'est pour ça qu'il la garde comme ça à la maison au lieu de l'emmener à l'hôpital? Et en fait, Mbaye Dago, il a bien couché avec Myriam, on est d'accord. Dans l'épisode 22, on constate bien qu'il était en train de se rhabiller, donc il s'est bien passé quelque chose. On est d'accord ou pas? Confirmez-le-moi dans les commentaires. Pourquoi je suis pas tant choquée que ça de Myriam, les gars? Je m'y attendais tellement. Mbaye Dago, c'est son style, elle l'avait kiffé en premier. Myriam, voilà, c'est son lifestyle. Mais je pensais qu'elle allait avoir quand même un tout petit peu de retenue, quoi, sachant que sa meilleure amie kiffe le mec. Mbaye Dago, lui alors, cet épisode confirme juste qu'il a un souci. Il ne kiffe que les jeunes filles. Et comme je vous l'ai expliqué un peu dans une revue précédente, je pense que c'est parce qu'il a perdu sa femme jeune. Quand on voit les photos de sa femme, elle est quand même assez jeune, tu vois. Du coup, il est attiré par des femmes jeunes qui lui rappellent sa femme, quoi. Qu'est-ce que vous pensez de cette interprétation-là? Parce que c'est un mec avec un bon fond, il s'occupe bien de sa fille to a certain extent, mais il est clairement encore sous l'emprise de sa femme décédée, quoi. Lui et sa fille ont urgemment besoin d'aide psychologique. Myriam aussi, elle est très culottée quand même. Elle ose venir dire à Marie-Thérèse, ouais, éloigne-toi de cette famille, c'est un conseil d'amis, mon œil. Mais toi, tu pouvais pas t'éloigner de Mbaye Dago, tu étais obligé de faire ce que tu as fait. C'est bien de donner des conseils, mais il faut aussi apprendre à les appliquer. Practice what you preach, Myriam. Obviously, Marie-Thérèse est un peu perdue en ce moment, elle sait pas trop quoi faire, s'éloigner ou pas, bloquer le numéro ou l'appeler. En tout cas, c'était vachement sympa de la voir avoir une petite conversation sérieuse avec Alioune qui la kiffe depuis des lustres. Je trouve qu'il ferait un beau couple. Après, on connaît pas ses parents, on connaît pas son background. Il aime beaucoup son père, il en parle souvent, mais on l'a encore jamais vu. Peut-être qu'on nous réserve une surprise à ce niveau-là. En tout cas, de tous les plans que Rama a préparés, le couple Alioune-Marie-Thérèse est le meilleur. C'est celui
qui est plus vrai, plus sincère. J'aime bien ce côté naïf et innocent de Alioune et le fait qu'ils soient jeunes et qu'ils ont tout le temps d'apprendre à s'aimer, quoi. Récemment, on a aussi découvert que Ouli est réellement amoureuse de Mansour. Je sais pas pourquoi, mais depuis le début, je me dis non, Ouli c'est une gold digger, qu'elle est mariée avec Mansour que pour l'argent, mais apparemment elle est amoureuse de lui, elle le kiffe, quoi. Mais je suis désolée, hein, c'est quel genre d'amour ça? Quand tu kiffes quelqu'un, tu cherches pas à lui faire du mal, tu lui mens pas comme ça. Comme si l'histoire de la fausse grossesse ne suffisait pas, Ouli exige maintenant 50 millions de francs CFA et une villa au nom de sa mère. Et pas n'importe quelle villa. La villa Fatou doit être rebaptisée en Villa Rama. Non, Ouli, elle est trop dans la provoque et dans le disrespect. Qu'est-ce que Fatou lui a fait en fait? On dirait qu'elle a une dent personnelle contre Fatou, quoi. Ou bien c'est peut-être Rama qui a une dent personnelle contre Fatou. Peut-être que ces deux-là ont eu un passé, quoi. Parce que c'est pas possible, les gars. En plus, Ouli, elle aurait pu choisir de nommer cette villa Villa Ouli. Pourquoi Villa Rama? Pour bien narguer Fatou, tu vois? Je trouve que les choses que Ouli a faites jusqu'ici sont beaucoup plus blessantes et disrespectful que tout ce que Fatou a fait quand même. Bon, à part essayer de tuer Ouli. Non mais il n'y en a pas une pour rattraper l'autre en fait. Et puis les deux autres femmes là, elles dorment ou quoi? Est-ce qu'elles sont en train de planifier quelque chose discrètement, tu penses? Je m'attendais grave à ce que Kiné, la troisième femme, soit beaucoup plus présente dans la série. Bon, certes, c'est le bras droit de Fatou, mais par rapport à la bande-annonce, je pensais qu'elle allait être plus présente que ça, quoi. Après, c'est bien d'avoir dirigé l'attention sur quelqu'un d'autre comme ça pour qu'on soit surpris par toute la stratégie de Fatou, quoi. Pendant que Jari pleurait dans les bras de sa mère, Pape Demba, lui, se consolait dans les bras de Soukeina. J'ai beaucoup aimé ce parallèle-là entre les deux ex-fiancés qui sont en train de vivre deux vies différentes en ce moment. Pape Demba, il est envoûté là par Souké. On dirait que c'est la première fois de sa vie qu'il tombe amoureux d'une femme. Bon, en même temps, on n'est pas censé tomber amoureux plusieurs fois. On m'avait dit une fois que dans la vie, on peut tomber amoureux ou amoureuse jusqu'à 3 fois. Vous pensez que c'est vrai ou pas? Après, je me dis c'est vrai parce qu'il y en a qui épousent 3 femmes. Après, pour le cas de Mansour, je trouve que c'est un peu abusé. Et il y en a forcément une que tu aimes plus que les autres. Comme dans le cas de Mansour qui est head over heels in love de Ouli, sa dernière épouse. Parlons un peu de Yérim là. Non mais entre Yérim et Myriam, il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Je pensais vraiment que Myriam était un peu mieux, tu vois, que Yérim. Mais les deux sont pareils, des faux amis comme ça. Yérim fait grave semblant de vouloir arranger les choses entre Jari et Pape Demba. Il a clairement un but derrière la tête, plaire à la famille de Jari. Il a envie d'avoir Jari dans son lit. Parce que lui, de toute façon, c'est comme Myriam, la vie de débauche un peu. Je sais pas s'il est déjà tombé amoureux. Devant Jari, il disait non, mais de toute façon, Pape Demba, c'est juste un collègue. On n'est pas si amis que ça. Et avec Pape Demba, il était là, oui, non, mais moi, je suis ton frère. Ah non, les gars, faut vraiment faire attention à ceux qui nous entourent. Je comprends mieux maintenant pourquoi dans la description de ce personnage, ils ont bien insisté sur le fait que Yérim était le collègue de Pape Demba, quoi. Alors que dans la série, on a l'impression que ce sont des meilleurs amis. C'est une amitié à sens unique. Parlons de la scène de Rama dans la banlieue. Ça m'a tué déjà son outfit, comment il l'a habillé. Non mais Rama, c'est une gangster. Ce qui était curieux, c'est lorsqu'ils ont croisé Soukeina, là. Je pensais que Soukeina allait être beaucoup plus expressive que ça, surtout qu'elle a déjà croisé Rama et Ndiaga, tous deux à l'hôpital d'ailleurs. Donc elle aurait pu faire un peu la flipper, surtout qu'ils étaient en train de parler fort et tout. Elle aurait pu faire semblant de les avoir vus quand même. C'était exagéré de les ignorer comme ça, surtout qu'elle les a déjà vus. Bon, après, c'était peut-être à cause de l'accoutrement de Rama aussi. Elle n'était pas habillée comme d'habitude. Et quand ton cerveau ne s'attend pas du tout à croiser quelqu'un dans un endroit, tes yeux ne le voient pas du tout. Vous connaissez ça, Des fois, tu peux avoir un truc en face de toi et tu le vois pas. Donc, c'était peut-être le cas avec Souké, Parce que quand même, elle les a vus. Elle aurait pu au moins reconnaître leur voix, quoi. Elle n'est pas trop sur ses gardes, Soukeina. En même temps, elle était dans son territoire à elle. Donc, je pense qu'elle n'avait aucun souci à se faire. Surtout que c'est l'ex-copine du caïd du quartier, quoi. En tout cas, je sais pas pour vous, mais Soukeina, depuis qu'elle a fait son coup de viol, là, je lui fais pas du tout confiance. Pas totalement, en tout cas. Peut-être à 60, 70, 80%, mais pas à 100%. J'ai l'impression que un jour ou l'autre, elle risque encore de retourner sa veste, quoi. C'est l'impression que ce personnage donne. Si elle a pu se laisser influencer de venir mentir concernant un viol, qu'est-ce qui l'empêche
t'empêcherait de mentir un jour encore concernant autre chose, quoi. Donc Rama les a invités et j'ai tellement hâte de voir ça, les gars. Oh là 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 là. Est-ce que tu penses que Sukena va nous sortir un truc moulant là? J'espère qu'elle va y aller mollo sur le maquillage, comme elle le fait. Là, pour l'instant, ça va, tu vois. Parce que la dernière fois qu'on l'avait vue, là, dans son work attire, là, dans sa, je pense que c'était sa tenue de travail, hein, l'anti-perruque jaune, nanana, oh, c'était too much. Donc, j'espère qu'elle va y aller soft, comme elle le fait d'habitude, tu vois. Quand elle est pas au travail, ça va, elle est bien. Donc, on verra bien comment elle va se débrouiller. Peut-être qu'elle va vouloir sortir le grand jeu pour impressionner sa belle-mère. Ça s'annonce pas du tout facile pour elle, en tout cas. Parce que Jari compte finalement se battre pour son amour, quoi. Non, mais franchement, moi, à la place de Jari, j'aurais laissé tomber direct, hein. Ça, c'est clairement un red flag. Elle a même de la chance qu'elle ne soit pas encore mariée avec cet homme. Mais elle s'entend tellement bien avec Rama qu'il la considère comme sa propre fille. Elle a réussi à se laisser convaincre que Pape Demba était l'homme de sa vie, quoi. Mais normalement, dans la vraie vie, tu remercies Dieu de t'avoir montré ce signe que cet homme n'est pas celui qu'il te faut, hein. Puisqu'il te trompe à quelques semaines à peine avant votre mariage, quoi. Ça me fait penser d'ailleurs que tout ce qui s'est passé là, de l'épisode 1 au 24, c'est passé en l'espace de 1 mois seulement, hein, parce qu'au début de la série, il ne restait qu'un mois pour que Pape Demba et Jari se marient. Donc, waouh. Emprise, c'est rempli de rebondissements, hein. N'oublions pas aussi qu'il y a une intrigue principale, hein, qu'on essaye de déchiffrer là. Qui est-ce que Rama va tuer? À ce stade de la série, là, j'ai l'impression que ce n'est pas une femme comme on le pensait, hein. Ce n'est pas une femme que Rama va tuer, mais un homme. Et je pense à Django. Vu que c'est un personnage qui a déjà beaucoup de cicatrices sur lui, qui a une vie difficile, et surtout qui a pour but de s'en prendre à la prunelle des yeux de Rama, donc sa fille Ouli, je me dis que le personnage de Django risque la mort. Après, ça se trouve, ce sera vraiment Souké, hein, les gars, parce qu'on se demandait comment est-ce qu'elle allait atterrir dans la chambre de Rama. On découvre qu'ils sont déjà invités à la maison, donc ça se trouve, elle va se tromper, elle va croire que c'est les toilettes, mais en fait, ce sera la chambre de Rama, et Rama va la piéger là-dedans. Mais le truc, c'est que pour l'instant, il n'y a pas de motif pour sa mort. Vois mal Rama tuer Souké juste comme ça, juste parce que c'est un obstacle à son plan tout tracé. C'est vrai qu'elle est cruelle, mais pas à ce point, quoi. Il faudrait que la personne qu'elle tue soit une réelle menace à sa vie ou à la vie de ses enfants. Et avec Souké, c'est le contraire. Tant qu'elle est en vie, son enfant sera heureux, tu vois. Pape Demba sera heureux quand même. Heureux, mais pas riche comme elle le souhaite. Donc, tout est possible, les gars. En tout cas, hâte de lire vos commentaires. Tellement content de revenir là, de filmer cette revue. Ça me fait tellement du bien. Genre, je suis bien là. C'est pendant des moments comme ça que je me rends compte que j'aime vraiment ça. J'aime vraiment filmer les revues, analyser les séries. Parce que ça me fait du bien. Juste quelques minutes avant d'allumer ma caméra, j'étais totalement démotivée. Vous savez, il y a des jours comme ça où tu dois vraiment te push, struggle pour trouver la motivation. Bah, c'était le cas aujourd'hui, mais en filmant cette revue, je me sens vraiment bien et je vous remercie énormément d'être toujours au rendez-vous, toujours aussi intéressé par les revues. Merci beaucoup et je vous retrouve très très bientôt dans la prochaine, les gars. Il y a Impact saison 2 qui va bientôt commencer et il y a aussi Infidèle saison 3 qui a commencé. Il y a tellement de séries là, je sais même plus où donner la tête. Dites-moi dans les commentaires quelle revue est-ce que vous souhaitez que je fasse. Je sais que Emprise c'était vraiment au top de votre liste, hein. Il y a aussi la série malienne Divorce qui est vraiment top en ce moment. Il y a la série Madame Monsieur qui débarque bientôt, hein, la série camerounaise. Il y en a plein. N'hésitez pas comme d'habitude à me faire des suggestions, à me recommander des séries. Ce sera un réel plaisir de les découvrir, ok? Je vous laisse aussi cliquer et découvrir cette série qui s'appelle De plus en plus loin. C'est une série qui passe en ce moment même sur Canal+, hein, tous les lundis sur Canal+ Première à partir de 20h30. N'hésitez pas à cliquer et découvrir la revue des 2 premiers épisodes, hein. C'est une série qui parle de l'émigration clandestine et des réseaux corrompus, ok? Allez, ciao, je vous laisse et see you later. Peace out.